jusqu'à 200 nanomètres ou bien aussi jusqu'à 200 micromètres. Ça, c'est la différence entre une nanoparticule et la matière nanoporeuse comme l'aérogel est. Et puis, la plus petite particule de cette granule aérogel est plus ou moins 1 micromètre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer avec des tamis qu'on a dans les laboratoires des physiciens, les laboratoires des constructeurs. Et l'autre question était sur la silicose que vous avez posée. C'est la grande différence entre une silicium dioxyde amorphe et cristalline. Nous connaissons le silicium dioxyde cristalline qui vient de sable de quartz, par exemple, qui peut créer la fibrose, la maladie des poumons. Et l'avantage du silica dioxyde amorphe est que ça vient élaborer du corps, ça ne passe pas par les alvéoles. Nous avons des valeurs qui sont de 4 mg par mètre cube de silicate, par exemple. Et les autres poussières fines, ils sont à 3 mg par mètre cube. Ça seulement pour démontrer qu'il y a là déjà une certaine différence. Et puis l'autre est que la matière prime, le silicium dioxyde, est aussi classé comme E5051. Alors c'est un additif alimentaire aussi. Juste rajouter sur les... je parle spécial des nanoparticules, mais je discutais avec mon collègue à Rapperswil. Je crois qu'il y a un fabricant qui propose des peintures de façade à base de nanoparticules d'argent. Il y en a un, je ne sais pas si en Suisse romande vous avez déjà entendu parler de façade avec la peinture qui contient ces nanoparticules. C'est un gros sujet, ces nanoparticules. On essaye d'avoir un principe de précaution. Si on peut éviter de les utiliser, on préfère éviter de les utiliser. Mais il semblerait en tout cas que dans les peintures de façade, ça coûte cher. Ça coûte très cher par rapport aux bénéfices qu'on peut tirer. Et puis l'application aussi est très délicate. Donc pour le moment, on ne voit pas trop arriver ces nanoparticules d'argent dans les peintures de façade. Ça ne devrait pas être la principale préoccupation. Vous devez plutôt se préoccuper des nanoparticules d'argent que vous avez dans vos chaussures de sport, dans vos habits, dans vos crèmes, dans ce que vous utilisez tous les jours, où là, on les a directement en contact avec la peau. Au niveau des nanoparticules d'argent, ou ce qu'on peut utiliser, les peintures de façade, ça reste encore anecdotique à ce niveau-là. Et les oxydes de titane sont utilisés par les... Les dioxydes de titane, c'est une autre question, mais toute la problématique de la dangerosité de ces nanoparticules au niveau environnemental, c'est encore quelque chose de très délicat. Je ne voudrais pas aller sur le sujet, mais je n'ai pas vu encore de... Donc, je préfère utiliser le principe des précautions si on a le choix entre une peinture avec du dioxyde de titane ou une peinture minérale qui... De toute façon, la peinture dioxyde de titane sera plus chère qu'une peinture classique. Autant aller vers un système naturel plutôt que de s'orienter vers ces technologies-là. Mais je ne voudrais pas contrecarrer les plans d'un fabricant de peinture à base de dioxyde de titane. Encore d'autres questions? Si je peux préciser encore, avec l'aérogel, il s'agit d'un matériel nanoporeux, pas nanoparticule. Ouais. Ça, c'est la grande différence entre ces peintures que vous avez dit maintenant et les matériaux nanoporeux. Alors, j'ai une question pour ce récit. Vous avez parlé de la pollution des eaux par le lessivage de façade. Qu'en pensez-vous de la pollution des eaux par le nettoyage des outils et le nettoyage des bidons en bas de façade, justement les mêmes bidons qui contiennent des biocides? Si vous pensez que ça a eu un impact par hasard, je ne sais pas, je ne connais pas exactement les chiffres, mais je crois qu'aujourd'hui c'est... Oui, il y a peut-être quelqu'un qui pourra mieux répondre à cette question après. 3200 entreprises de peinture en Suisse romande
une dizaine, peut-être une vingtaine qui traitent leurs eaux, 7 officiellement, le reste on ne connaît pas vraiment. Beaucoup d'entreprises qui lavent leur bidon en bas de façade, tout ça a un impact énorme, ça a certainement eu un impact sur les résultats de vos analyses. Qu'en pensez-vous? Alors, on a discuté avec la profession et on nous a dit les bons plâtriers peintres font tout ce qu'il faut pour éviter ces rejets dans les grilles. Et c'est une histoire de formation. Mais, je suis désolé, c'est une histoire de formation. On sait que ces résidus-là, on ne les met pas dans les grilles et qu'on les traite sur une filière séparée. Il n'y a pas que les plâtriers peintres. Je prends un autre exemple, une analogie avec l'agriculture. Les gens qui épandaient des produits dans les champs, les restes de boil qui restaient quelques litres au fond très concentrés, ça partait pendant des années dans les grilles, mais maintenant il y a des centrales de récupération pour ces eaux très contaminées où elles sont traitées de manière spécifique. Et ça s'est fait en agriculture, ça marche en agriculture, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec les plâtriers peintres. Je sais qu'il y a des technologies qui se mettent en place sur les chantiers, en tout cas sur les gros chantiers, pour récupérer ces produits-là. Il y a une initiative qui se fera de plus en plus et que vous verrez sur les grilles. Il y aura des symboles avec des petits poissons ou un marquage qui vous dira que ces grilles-là, ça part directement dans le lac ou dans les cours d'eau. Mais je pense qu'au niveau de la profession, de responsabiliser les apprentis, responsabiliser la profession, que ça ne se fait pas parce que simplement, déjà d'un point de vue purement légal, c'est simplement amendable. C'est une pollution volontaire. Il faut savoir s'il y a un inspecteur de la police des eaux qui sera derrière vous. Non, mais que vous sachiez que c'est amendable. Donc une trace de peinture dans une grille qui va dans une canalisation d'eau claire est potentiellement amendable. Mais l'idée, c'est pas l'amende. L'idée, c'est l'éducation. Réfléchissez, ne jetez simplement pas, mais il faut que des filières ou des solutions soient mises en place par les professionnels pour ces travaux-là. Christophe Mercier, qu'en est-il au niveau des prix des produits à base d'aérogel? Parce qu'on a entendu parler que c'était des produits qui étaient coûteux. Comment est-ce qu'on peut les comparer par rapport à des produits minéraux ou des produits conventionnels? En comparaison avec des enduits traditionnels thermoisolants qu'on connaît jusqu'à présent, on a un prix qui est plus haut de 15 à 25% avec la même valeur U. Alors ça veut dire qu'avec un crépi thermoisolant traditionnel pour aller d'une valeur U de 2 à par exemple 0,4, on utilisait jusqu'à présent plus de 20 cm. Maintenant vous êtes capable d'arriver à ça entre 6 et 8 cm, dépendant de la maçonnerie qu'on a. Alors on a un autre avantage qui concerne les encadrements, les filles de l'eau pour le drainage, que peut-être on ne doit pas faire ces travaux de remettre ça, de mettre ça à un autre endroit à cause de l'épaisseur, et comme ça on peut faire des autres effets bons avec les coûts pour toute la rénovation. On n'a pas seulement l'œil sur les coûts du crépi, on a tous les coûts, toujours. Donc on arrive à des prix finalement qui sont comparables à un système minéral en fait, si j'entends bien. Pas comparable à un système minéral périphérique avec des plaques, bien sûr. On a comparé maintenant avec des crépis, des enduits thermoisolants qu'on avait jusqu'à présent. Qui étaient a priori plus chers que les systèmes à plaques. Ou bien? Comment? Les crépis isolants étaient plus chers que les systèmes à plaques. Bien sûr que c'est plus cher. Si on compare avec les systèmes à plaques, ça dépend toujours du système, mais à présent, c'est un facteur de 2 à 3. Merci. Malheureusement. Moi, je crois qu'il y a juste une petite précision, je crois qu'il faut apporter, c'est que l'application des crépis thermoisolants, elle n'est pas du tout dans le même monde que les plaques épaisses qu'on met en isolation périphérique. On parle bien de la rénovation des bâtiments anciens, parce que là, il y a une hypothèse, c'est qu'on n'a pas besoin de leur mettre une doudoune de 20 cm d'épaisseur pour, si vous voulez, on ne peut pas
Parce qu'après, vous déformez tellement l'architecture que ça ne joue plus. Donc quand vous intervenez sur des bâtiments 1900,